Autrice d'un premier roman en 1987 intitulé Les filles, Geneviève Brisac a rejoint les éditions de l'Olivier avec l'ouvrage autobiographique Petite en 1994. Son roman Week-end de chasse à la mer a obtenu le prix Femina en 1996. Depuis, Geneviève Brisac a publié plusieurs pièces de théâtre, scénarios de films, essais et de nombreux romans dont Une année avec mon père, Dans les yeux des autres, Vie de ma voisine et Le chagrin d'aimer. Vendredi 31 janvier 2020, Geneviève Brisac présentait à la librairie Ombre Blanche son essai paru aux éditions de l'Olivier, Sisyphe est une femme, la marche du cavalier. What is that overstated in the castle to gatecrash the eye? Eh bien, on va y aller. Bonsoir Geneviève Brisac, très heureux de vous retrouver. Nous étions ici même tous les deux pour le Chagrin d'aimer, pour le précédent livre. Alors, vous aviez écrit il y a 17 ans, c'était en 2002, La marche du cavalier. Voilà. 18, mais on est en 2020, c'est vrai qu'on est début 2020. Ouais, il faut que je passe le cap. Oui. Voilà. Donc, vous évoquiez un certain nombre d'écrivaines, parce que vous y tenez, vous dites maintenant je dis écrivaine, vous le dites dans le livre. Donc, et là, vous revenez à nouveau sur une toute nouvelle édition, on peut dire, avec de nouveaux chapitres consacrés à de nouvelles écrivaines. Il y a même à la fin du livre des écrivaines que vous n'avez pas pu évoquer. On se dit peut-être qu'il y aura un prochain livre finalement avec ces nouvelles écrivaines. Dès qu'on a passé les 100 000 exemplaires de celui-là, je mets en route. Voilà, écoutez, c'est formidable. C'est imminent. Je vous le souhaite. Ouais. Ouais. Merci. Donc, vous l'avez appelé Sisyphe est une femme, donc La marche du cavalier, dans la collection Les Feux, aux éditions de l'Olivier. Peut-être je vais me permettre, plutôt que de me lancer dans une longue présentation, de lire peut-être un extrait. Voilà, La marche du cavalier, justement, le titre du chapitre. J'écris ce livre sous le coup de la colère et sous le coup du chagrin. J'aimerais insister sur la colère. La colère déplace les montagnes et purifie le sang. La colère autorise l'injustice et la mauvaise foi. La colère est photogénique et distrayante. La colère est guerrière, spectaculaire, polémique. Mais la colère s'éteint chez moi avant d'avoir embrasé la moitié de mon cœur. Le chagrin m'assombrit. Je crois à la force des mots. Je doute de la force des mots. La colère les déforme et le chagrin les noie. J'écris ce livre pour éloigner le chagrin et la colère et revenir aux mots. Nous sommes des êtres de langage. Pourtant, les mots, certains disent la langue, sont atteints aujourd'hui d'une étrange maladie dont les symptômes sont innombrables. Et la conséquence essentielle, un affaiblissement profond, une décoloration. Il y a 40 ans, un livre passait de main en main. Il s'intitulait « 10 ans au pays du mensonge déconcertant ». Il était signé Dante Siliga et nous étions certains que ce pays n'était pas le nôtre. Un peu plus tard, nous lûmes Václav Havel. Le président dramaturge tchèque réfléchissait aux moyens d'agir pour le bien commun et aux moyens de le penser quand les mots sont infectés, corrompus. Nous savions désormais qu'il nous parlait de nous. Nous sommes aujourd'hui habitants de pays aux mensonges déconcertants et comme les dissidents d'alors, sans pour autant comparer les conditions de vie, de danger, d'existence, nous nous sentons tristes et impuissants. Notre instrument, le langage, est pris dans des filets invisibles. Les mots ne répondent plus. Au « d'où tu parles » des années 70 a succédé une interrogation qui lui ressemble mais est en fait son exact contraire. Qui parle ? Ce qui compte, c'est plus jamais ce qui est dit, mais qui le dit ? Qui parle ? Est-elle célèbre, glamour, sexy, barbare ? Est-elle prodigieusement riche ou extrêmement pauvre ? Est-elle totalement désespérée, infirme, handicapée, obèse, suicidaire ? A-t-elle eu 10 000 amants, escaladé 700 sommets par la face nord ? Dans un monde anesthésié, seuls importent les records, les excès, les monstres et la plus-value nominale qu'on parvient à se constituer. Ce qu'ils disent, ce qu'elles pensent, personne n'a besoin de l'entendre. Il y a tant de bruit de toute façon. Crier plus fort, exagérer davantage est l'unique chemin de la parole du nouveau millénaire. On n'entend rien de ce qui est articulé de manière naturelle ou légère. On ne sent rien qui ne soit brûlant ou glacé, torride ou horrible. Les viols ne méritent l'intérêt que s'ils sont perpétrés en série ou s'ils sont collectifs. Les killers sont serial ou rien. Nous vivons dans un monde endormi et terrorisé par ces fantasmes. L'autisme social a triomphé. Voilà. Pour dire que 17 ans après, finalement, il y avait vraiment besoin, c'était vraiment nécessaire de... La route, ça tient totalement la route. Et c'est vrai que alors je l'ai lu aussi comme un livre sur l'acte d'écrire, sur l'acte de lire, sur l'acte parfois même
de marcher, d'écrire en marchant, parce qu'il y a une très belle scène où vous revenez sur l'enfance, finalement, parce que Virginia Woolf, qui irrigue vraiment le livre, je trouve, on sait que c'est un auteur qui compte beaucoup pour vous, une écrivaine qui compte beaucoup pour vous, et Virginia Woolf, et vous êtes au Jardin du Luxembourg, vous revenez, et finalement, c'est un peu cette scène originelle sur laquelle vous souhaitez revenir. L'enfance est très présente dans le livre également. Alors pourquoi avoir éprouvé le besoin de 17 ans après de réécrire La Marche du Cavalier, de le développer et puis d'en faire un nouveau livre? Alors, donc bonsoir. Donc, il y a 17-18 ans, donc en 2002, j'avais déjà écrit un certain nombre d'essais sur les écrivaines. J'avais écrit un livre sur Flannery O'Connor. J'avais écrit beaucoup d'articles, en particulier dans Le Monde, dans quelques autres journaux. Et je me préparais, j'avais fait des émissions à France Culture, et je me préparais à écrire un livre sur Virginia Woolf avec Agnès de Sarthe. À ce moment-là, m'était vraiment apparu que les écrivaines n'étaient pas lues et reçues et comprises et défendues de la même façon, avec la même énergie que leurs frères écrivains. En particulier, donc j'avais découvert à ce moment-là, alors pour Flannery O'Connor, c'était flagrant. Flannery O'Connor est une immense écrivaine, mais qui est très peu lue. Et si on la compare à Faulkner, puisqu'elle vit à la même époque et que c'est un écrivain d'aussi grande importance à mes yeux, alors qu'aux États-Unis, en particulier aux États-Unis, elle est extrêmement lue et défendue et fait l'objet de thèses, etc. En France, elle reste extraordinairement méconnue. Bon, alors qu'évidemment, Faulkner, qui est d'ailleurs un immense écrivain, mais tout le monde, ou Hemingway, Salinger, il y aurait plein d'autres exemples, sont très, très connus. Alors, donc, je me suis, pendant des années, énormément mobilisée pour faire connaître ces écrivaines. Et j'étais partie de cette petite histoire de Nabokov que j'adore. Que je peux raconter. Et donc, un jour, la direction d'une université un monsieur qui s'appelait Don Wilson, qui dirigeait une université américaine, demande à Nabokov de faire une conférence sur Jane Austen. Et là, Nabokov décline l'invitation et dit, écoutez, franchement, vous ne voulez pas que j'en fasse plutôt une sur Stevenson ? Et là, le monsieur Wilson dit, écoutez, non, pour moi, Stevenson est un écrivain sympathique, au demeurant, mais secondaire, alors que Jane Austen est une très grande écrivaine, et donc j'aimerais que vous parliez sur... Et là, il dit, je peux pas. Je peux pas, pour moi, les femmes écrivaines sont une autre catégorie. Donc cette expression « autre catégorie » que j'ai entendue des milliers de fois ensuite, c'est pas pareil. Alors à quoi, pourquoi ? Je peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais disons que quand je les lis, dit-il, quand je lis Jane Austen ou d'autres, je ne ressens pas dans ma moelle épinière le même frisson que je ressens quand je lis Stevenson. Que dire à cela ? Face à un frisson dans la moelle épinière, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, mais enfin, M. Wilson n'était pas homme à se laisser faire comme ça. Et donc, il lui a dit que c'était lui qui le payait. Et donc, il faisait sa conférence sur Jane Austen. Ce qu'il fit. Et c'était une belle conférence, mais évidemment extrêmement teintée de sexisme, d'où il ressortait que, certes, Jane Austen avait un vrai talent, on ne pouvait pas le nier, de raconteuse et de styliste, qu'elle avait en particulier inventé un certain nombre de formes rhétoriques qu'il trouvait très intéressantes, et qu'elle avait, disait Nabokov, un sens de la broderie, de la délicatesse, des fleurs de rhétorique, enfin tout l'imaginaire et tout le champ lexical du féminin le plus féminin. Et donc, quand Virginia Woolf déjà s'en était agacée, moi ça m'avait extrêmement énervée, et je me suis dit, je vais faire un livre, Cette marche du cavalier, où je vais étudier un certain nombre d'écrivaines que j'aime, en essayant de comprendre pourquoi elles sont si mal lues, la broderie, la délicatesse, etc. Pourquoi les lecteurs ne perçoivent pas leur force, leur pertinence, leur humour, leur énergie, leur intelligence, leur génie. Et donc, je parlais de Grace Paley, que j'aime énormément, de Virginia Woolf, enfin d'un certain nombre. Et puis, le livre n'a guère eu de succès, il faut bien le dire. Mais 17 ans plus tard, parce qu'il y a 17 ans, dans les années 2000,
le féminisme n'était pas exactement bien vu. C'était même franchement assez mal vu. Et je me souviens même qu'entre les années 90 et disons, oui, 90-2000, il fallait un certain cran. Si vous disiez je suis féministe, non, les gens disaient vous n'êtes quand même pas féministe. En fait, si, mais bon, je ne veux pas non plus vous contrarier, donc disons non, bien que oui, quoi. Mais puis, les années ont passé et comme toujours, ça a tourné, le cycle a tourné. C'est pour ça que ça s'appelle Sisyphe et une femme. Et la possibilité d'être féministe est revenue après des années de Michel Houellebecq, des années de Sylvain Tesson, des années d'Éric Zemmour, etc. Une sorte de réveil s'est produit et un certain nombre de jeunes filles, de jeunes femmes se sont réveillées et il y a eu le mouvement MeToo. Et puis toutes sortes de... Les actes aussi, là, enfin, les féminicides, aussi la violence. Et puis enfin, toutes sortes d'actions sur lesquelles on peut revenir. Et le féminisme est redevenu vivace comme il l'était dans les années 70. Et toute une génération qui ne savait rien de ce qui s'était passé dans les années 70 et qui d'ailleurs ne s'intéressait pas du tout, pas plus que celle des années 70, on s'était intéressé à ce qui s'était passé dans les années 20-30, où il s'était exactement passé la même chose, ont redécouvert les sorcières, etc. Et donc, moi, pendant ce temps-là, j'avais travaillé sur un certain nombre d'autres auteurs, Marguerite Duras, j'avais fait des tournées pour présenter l'œuvre de Marguerite Duras et montrer à quel point elle a été calomniée, diffamée, à quel point on la lit moins aujourd'hui à cause de choses sur lesquelles on va revenir, j'espère. J'avais fait une étude sur Christiane Rochefort, l'écrivain qui a été très, très célèbre et totalement oublié, effacé, sur Natalia Ginzburg, la mère de l'historien Carlo Ginzburg, dont on va parler aussi, et qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle Les mots de la tribu, et puis beaucoup d'autres totalement zappés, etc., etc. Enfin, il y en a plein d'autres. Et donc, j'ai publié ce livre, Sisyphe et une femme, avec un autre préambule, une autre présentation, et pour redire où on en était aujourd'hui en attendant la prochaine vague, le prochain reflux, la prochaine Il y en a, alors, ce qui est assez frappant quand on vous lit, j'ai l'impression que c'est tous ces écrivaines, finalement, bon, c'est très difficile, enfin, elles sont oubliées un peu, enfin, elles ont été tellement effacées, on a du mal à les trouver, à les lire, on n'a qu'une envie, c'est de les lire une fois qu'on a lu votre livre. C'est l'idée, bien sûr, non, mais il faut le dire, il faut l'affirmer. Il y en a une que je ne connaissais absolument pas, qui est Sylvia Townsend Warner, qui est enfin un petit cercle d'initiés, visiblement, parce qu'il y a vraiment c'était un passage assez central du livre, je trouve. Enfin, il y en a énormément, j'en ai relevé un certain nombre. Bon. Mais à propos d'elle, vous dites ainsi peuvent-elles acquérir, donc ça s'intitule pour Sylvia Townsend Warner, mais pour d'autres, ce regard profondément détaché qui ne juge pas, ne désire pas. Cela s'appelle une évasion réussie, la liberté enfin conquise d'être exactement ce que l'on est. C'est à propos de Laura Willows, c'est son héroïne. Et je trouve que c'est ça, en fait, c'est un livre sur la liberté tout d'abord. Moi, je l'ai lu comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça, Geneviève? Vous êtes d'accord? Absolument. De toute façon, je pense que c'est d'une certaine façon le seul sujet. La liberté d'être libre, disait très joliment Hannah Arendt. C'est une très belle formule, la liberté d'être libre. Et voilà, et d'être soi-même donc. Alors je vais vous parler un tout petit peu de Sylvia Townsend Warner, enfin d'ailleurs je vais vous en parler puisque vous ne la connaissez pas et que j'espère que vous la connaîtrez, bien que ses livres soient assez difficiles à trouver. Donc Sylvia Townsend Warner. Donc c'est une Anglaise qui vit au début du XXe siècle en Angleterre, comme il se doit. Elle étudie Purcell, elle est une spécialiste de musique baroque, et elle commence à écrire, en particulier ce livre, Laura Willows, qui s'appelle Lolly Willows en anglais, et ça raconte, entre-temps elle est partie, elle s'est engagée en Espagne, elle est partie aux côtés des républicains espagnols, finalement ils l'ont renvoyée parce que c'était pas une combattante, comme souvent les écrivaines, mais enfin bon, elle y est allée courageusement, elle est restée un peu là-bas et puis elle est revenue. Elle vit avec sa compagne Valentine Auckland, qui est aussi une écrivaine. Elle a écrit un journal merveilleux et puis ce livre, le premier, enfin il y en a plusieurs autres, mais j'en parlerai d'abord d'un, qui est ce Laura Willows. Laura Willows est une jeune femme célibataire qui vit chez son frère et sa belle-sœur. Quand leurs parents sont morts, son frère lui a recommandé de lui confier toutes ses économies, ce qu'elle a fait. Elle s'occupe des enfants, elle les élève, tout le monde l'appelle Tante Loli. Et ça va être comme ça jusqu'à sa mort. Elle s'occupe du linge, car lui dit sa belle-sœur, selon une formule que j'adore, le linceul était bien plié, non, quand le Christ s'est relevé dans un tiroir.
Et donc, un jour, Laura Willows va faire les courses. Elle tombe en arrêt chez un fleuriste devant un bouquet, une branche de hêtre dont l'odeur, la beauté, en fait, lui procure un choc émotionnel très violent. Et elle demande au fleuriste d'où vient cette branche de hêtre. Et le fleuriste lui dit, ça vient de tel endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et elle y va. Big mob, great mob. Et elle rentre, donc elle va là-bas, et elle tombe amoureuse d'une petite maison qu'elle décide d'acheter avec les fameuses économies que son frère a certainement fait prospérer depuis. Et donc elle rentre chez elle, elle s'occupe des enfants qui d'ailleurs ont grandi, elle prépare le dîner, son frère et sa belle-sœur mettent les pieds sous la table, et elle dit à son frère, en fait, tu sais, je vais vous quitter. Il lui dit, ça va pas, nous quitter, pourquoi? Elle dit parce qu'en fait je vais vivre ma vie. Là il éclate de rire. On ne voit vraiment pas quelle vie elle a à vivre. Et donc elle dit, je voudrais que tu me donnes mes économies. Arrive aux choses sérieuses. Voilà, il faudrait que tu me rendes mes économies pour que je puisse acheter la petite maison de mes rêves. Il dit, il faut que je te dise, en fait tu n'as plus d'économies. Alors elle dit, comment se fait comment est-ce possible? Et elle comprend qu'elle a toujours fait confiance parfaitement à son frère. Et je crois que j'en parle dans le livre. Parfois, il faut un peu se méfier de la confiance, si je puis dire, qu'on fait aux uns et aux autres. Parce qu'en fait, son frère a placé son argent à elle, sans lui demander, puisque comme c'était une pauvre fille, on n'allait pas, lui demande pas l'argent depuis quand les femmes savent s'en occuper. Et donc, il a placé l'argent. Et comme les garçons ne savent pas non plus forcément très bien s'en occuper, il a tout perdu. Et donc, il n'y a plus d'argent. Et donc, elle n'est pas très contente, mais elle ne dit rien. Et elle dit, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, je m'en vais demain. Et parce qu'elle, entre-temps, elle a quand même fait des économies, je crois me souvenir. Bref, elle s'en va dans sa petite maison. Et là-bas, elle va découvrir qu'il y a un sabbat de sorcière et qu'elle est devenue elle-même une sorcière. Et il y a des pages absolument d'une beauté poétique incroyable, parce que c'est vraiment une styliste et une poète incroyable, Sylvia Townsend-Warner, où elle explique que pourquoi est-ce que les femmes deviennent des sorcières. C'est parce qu'elles ont horreur de la vie ordinaire, et elles ont horreur de la poussière, de l'absence de couleur et de leur invisibilité. Et cette question de l'invisibilité est une question profonde et magnifique dont parlent beaucoup de femmes dans ce recueil. Quelle, par exemple? On peut en citer d'autres, peut-être? Alice Munro. Alice Munro, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2013. Doris Lessing, qui en parle que vous évoquez, magnifiquement. Grace Paley, qui en parle très drôlement. Lydia George, presque toutes. Parce que, d'abord, tout simplement parce que, passé, disons, 55 ans, toutes les femmes, sans exception, font l'expérience de l'invisibilité ordinaire, qui pourrait être indifférent si c'était pas horriblement non civilisé. On peut parler de Grace Paley qui ouvre, je crois que c'est le premier chapitre du livre, parce que finalement, elle est un peu au cœur aussi de l'ouvrage, sens où elle met souvent en scène des enfants. Il y a le fameux épisode du château de sable, du jardin, du bac à sable, on va dire. Le bac à sable, hein, le square, les questions et la liberté. Alors parlez-nous de Grace Paley, qui est en effet une écrivaine qu'on ne connaît pas forcément. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de lever la main les gens qui connaissent Grace Paley, mais je suis sûre que sont peu nombreuses. Et moi, je l'adore, je l'ai toujours adorée. Aujourd'hui, ses livres sont à peu près introuvables. C'est vraiment l'écrivaine des années 80, 70, 80. C'est donc une Russe juive américaine dont la famille est venue à New York dans les années, au début du XXe siècle, fuyant les pogroms de 1905. Elle en parle, je crois que c'était à Odessa, mais donc ukrainienne, aujourd'hui. Et donc, elle raconte la vie ordinaire à New York dans les années d'après-guerre, juste en gros. Alors, elle est avec les enfants. Je pense qu'elle naît en 25. C'est sa famille qui vient de 1905. Elle doit naître en 25-30, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais c'est à peu près ça. Elle est née dans les années 20, vous écrivez. Oui, voilà. Les dates et moi, ça fait deux. Elle a passé beaucoup de temps à aider ses voisines du Bronx, à élever quelques enfants, à empêcher ou à ralentir les défilés militaires pendant la guerre du Vietnam, ou à constater qu'elle... Oui, elle a beaucoup milité contre la guerre du Vietnam. Et surtout, elle a ce truc de...
sa grande force littéraire, et ça passe en rapport avec Celia Townsend-Varner, et Alice Munro aussi d'ailleurs, c'est qu'elle mélange la pensée et la description narrative, les histoires, avec toujours, parce que ces personnages réfléchissent et donnent, enfin, comme le fameux flux de pensée de Virginia Woolf, livre aux lecteurs leurs pensées sur les hommes, les femmes, les cadeaux de fête des mères, les amants qu'on aimerait trouver, bon, etc., etc. Et par ailleurs, les relations avec les enfants. La première scène, elle est grimpée dans un arbre pour lire tranquillement. Et il y a ces enfants, ces petits garçons en bas qui disent « Maman, tu es encore en train de ne pas t'occuper de nous ». Ils sont en train de se disputer. Elle a des conflits avec eux assez violents où elle pense qu'ils n'ont souvent pas tort. Et puis, elle part visiter ses parents à la maison de retraite, les enfants de Judée. Et là, elle a des discussions avec son père en particulier, absolument désopilantes sur la littérature. Il lui dit que de toute façon, elle n'arrivera jamais à la cheville de Saul Bellow, enfin bon, des trucs habituels de ce genre-là. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça a l'air d'être totalement, comment dire, réaliste. On est convaincu que ça lui est arrivé. Et on découvre en lisant son autobiographie que ses parents n'ont jamais été dans la moindre maison de retraite, que les enfants de Judée, ça n'existe pas, ou que si ça existe, de toute façon, elle n'y est jamais allée. Et que donc c'est inventé quand elle prétend que c'est arrivé, et qu'alors, à l'inverse, parfois, les choses sont arrivées quand on a l'impression qu'elles sont inventées. Et j'adore ça. Alors, parler d'Alice Munro, qui a beaucoup travaillé sur les relations mère-fille, notamment, et qui est donc prix Nobel de littérature. Est-ce que, du coup, depuis qu'elle a eu le prix Nobel, est-ce qu'on la connaît quand même mieux? Parce que là, il y a une prix Nobel récente, là, c'était Olga Tokarczuk, qui a eu aussi le prix Nobel de littérature, là, pour citer. En fait, Alice Munro était publiée depuis assez longtemps, hein, depuis 25-30 ans, je pense, mais elle était très peu lue. Ça restait assez comme ça, souterrain. Et quand elle a eu... Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé beaucoup d'années à la défendre, à écrire sur elle, etc. Il y avait une difficulté, c'est que les traductions étaient très mauvaises. Et c'est quelque chose qui arrive souvent en France. Et si les traductions sont très mauvaises, évidemment, les lecteurs ne peuvent pas, si on ne la lit pas en anglais, on rate vraiment l'écrivain, quoi, et les histoires. Et donc, quand Olivier Cohen, aux éditions d'Olivier, a repris, avant qu'elle ait le prix Nobel, les livres, en particulier en faisant retraduire par Agnès de Sarthe, Fugitive, le premier, je crois, et un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, les livres ont eu une nouvelle vie parce qu'ils devenaient incroyablement vivants et pertinents. Alors, dans Fugitive en particulier, il y a ces 3 histoires magnifiques qui donnent leur titre au livre et qui ont été reprises par Pedro Almodovar, qui en a fait le film Julieta. Et donc, Almodovar ne s'y est pas trompé. Il a perçu à quel point ces nouvelles étaient magnifiques. Jane Campion aussi voulait adapter des histoires de Alice Munro. C'est loin d'être fini, tout ça. D'ailleurs, il y a aussi un autre film qui a été tourné à partir d'une autre de ces histoires. Bon, ça c'est annexe, mais enfin, c'est quand même relativement significatif. Il n'empêche qu'en France, ça reste... Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est difficile aussi, tout simplement. Difficile, pas du tout. C'est-à-dire que par rapport à d'autres choses, oui. Par rapport à Sylvain Tesson ou Michel Houellebecq, parce que ça sera mes repères d'aujourd'hui. Non, mais vaut mieux... je pourrais prendre des tas d'autres exemples. Mais aujourd'hui, ce sera eux. Ça sera eux, ils ont droit. Ce sera eux, voilà. S'ils sont dans la salle, qu'ils se lèvent. C'est relativement difficile, on va dire. C'est plus difficile que les exemples que je viens de citer, dans le sens où c'est plus complexe et les sentiments des différents personnages sont plus complexes, plus sophistiqués. Et les histoires qu'elle raconte sont toujours assez ambivalentes, assez cruelles et assez ambivalentes et très tendres en même temps. Il y avait Alors, les histoires de mère et de fille se placent en général sur 3 générations. Il y a la fille par rapport à sa mère et qui est la fille devenue mère par rapport à sa fille. C'est très souvent comme ça. Et on voit à la fois des reproductions, d'abandon, de malentendus, de chocs, en fait. Et c'est des choses qui ont été relativement peu explorées par des grands écrivains et des grandes écrivaines jusqu'à maintenant, selon moi. Pas tant que ça. Parce que... Oui. Il y a par exemple pour cette histoire de fugitive où la narratrice
sa fille est partie. Il y a beaucoup d'histoires où les filles s'en vont et je pense que ça rejoint une expérience d'Alice Munro, enfin, j'en suis sûre d'ailleurs. Et donc, il y a une femme dont la fille est en colonie de vacances et son mari se noie. Et là, elle ne sait tellement pas comment dire à sa fille que son père s'est noyé qu'elle ne lui dit pas. Et donc, elle la laisse dans la colonie de vacances. Ce n'est pas une très bonne idée, en fait. Et puis, plus les jours passent, moins elle peut lui dire. Et là, on est en plein dans la question du secret de famille et la façon dont tout le monde sait, puisque tout le monde connaît les secrets de famille, dont ils se constituent, n'aime pas tellement volontairement, mais par accumulation de lâcheté et de, comme je ne l'ai pas dit hier, je ne vais pas le dire aujourd'hui, et ce ne sera peut-être pas la peine de le dire demain non plus. Et 20 ans ont passé. On n'a toujours pas dit que... voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que la fille revient de colonie de vacances, donc ça ne dure pas si longtemps. Et là, elle est bien obligée de découvrir que son père est mort, que l'enterrement a eu lieu, et qu'elle n'était pas là. Et elle n'est pas hyper contente contre sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans l'immédiat, il ne se passe pas tout de suite quelque chose. Mais quelques années plus tard, elle disparaît. Et sa mère ne sait plus jamais où elle est. Elle ne lui donne plus jamais de signe de vie. Et elle lui dit elle lui fait savoir par une tierce personne qu'elle ne cherche pas à la contacter, qu'elle ne cherche pas à entrer en... Voilà. Et un jour, la narratrice rencontre une amie de sa fille et qui est assez mal à l'aise. Et elle saura par cette fille que, en fait, sa fille vit assez près, pas très loin, et qu'elle a un mari et 3 enfants, alors qu'elle est passée dans une autre dimension. Et c'est très très beau, c'est absolument poignant. Et c'est tout. Moi, je déteste le pathos, les machins sentimentaux. Bon, tout le monde le sait, j'ai horreur de ça. Mais là, c'est juste une vérité dure comme est Alice Munro. C'est juste, ça se passe comme ça. Et puis, de toute façon, elle a un rapport au passé très, très intéressant, puisque, en fait, c'est aussi comme la vie, comme nos vies. C'est-à-dire que les choses qui ont eu lieu. On ne peut pas revenir dessus. Voilà. Mais arrivent de se passer des messages, des lettres, des déchirures qui viennent modeler le présent. Et modifier constamment. Oui, et c'est très, très beau. Ça, c'est vraiment la littérature pour moi. C'est par rapport à... Le recueil le plus beau, vous écrivez à mes yeux, s'intitule Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Le plus beau, je voudrais m'y attarder. Je voudrais en vérité que tout le monde le lise, comme on lit Tchekhov, exactement ainsi. Car les histoires d'Alice Munro nous humanisent. Quel plus beau... Enfin, je ne sais pas, quel plus bel hommage. C'est vrai. C'est un livre aussi sur vous, en quelque sorte, sur votre... Parce que vous faites des parallèles, parfois vous faites... J'aurais du mal à écrire cette phrase sur moi, en même temps. Non, mais vous faites des allusions à vos propres livres, je veux dire. Oui. Il y a plein, il y a des chapitres, notamment la rencontre que vous avez eue avec Marguerite Duras, on va en parler. Voilà, vous parlez de Christiane Rochefort aussi, c'est un des derniers chapitres du livre, qu'on a vraiment envie de lire et de relire, parce que pour le coup... Parce que vous l'avez aussi, côtoyé indirectement, parce que vous étiez professeur au collège, si je me rappelle bien. Vous avez mis au programme, vous avez fait lire Les petits-enfants du siècle, et vous avez été rembarré par l'inspecteur. Ouais, c'est assez drôle, en fait, de penser que... Non, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'avais complètement oublié, pour revenir... Donc, Christiane Rochefort écrit une autobiographie et elle raconte avec une certaine satisfaction qu'elle a entendu dire qu'une enseignante de collège, dans les années 80, avait mis au programme de ses élèves de 3e Les petits-enfants du siècle, le livre que j'adore absolument, et cette malheureuse enseignante s'était retrouvée virée du collège à la suite de cette initiative malheureuse. Et donc je fais, mais ça c'était moi. Mais alors c'est incroyable. Donc c'est dire, c'était drôle comme surgissement, quoi. Le style et le vocabulaire de l'ouvrage ne sont pas de nature à enrichir nos élèves. Ça, c'est l'inspecteur. Le rapport d'inspection. Restez, je vous prie, dans les limites qui ne heurtent ni les parents ni les enfants, dit l'inspecteur. La poésie libertaire, c'est vous. Après, vous reprenez la plume. Derrière, la poésie libertaire et la colère de Christiane Rochefort dérangent. Il y a tant de beaux et bons textes, dit l'inspecteur. L'enseignante de collège, oserais-je l'avouer, c'était moi. Je n'aurais pas pu faire étudier à mes élèves de l'époque le livre le plus 68 art de Rochefort, Printemps au parking. C'est pourtant mon livre préféré. Voilà. Ouais, c'est vrai que Rochefort, c'est vrai, entre 68, enfin, elle parle sexe et en même temps, elle est pas un bon. C'est une femme très radicale. Et alors, elle expliquait, vous vous souvenez du repos du guerrier, je suppose, tout le monde s'en souvient. Et donc, enfin, tout le monde,
les gens, personne s'en souvient en fait. Mais... Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais... non, mais c'est un peu vrai. Donc le repos du guerrier, l'image, c'est à cause du film, à cause de Brigitte Bardot, de Vadim et tout ça. Et donc l'image du repos du guerrier, tout le monde voit ce que c'est. Et donc elle écrit ce livre, elle raconte comment une jeune femme qui veut devenir écrivain se retrouve l'amante d'un homme alcoolique qui fait rien à part lui faire l'amour. Et donc elle raconte assez en détail et crûment leur relation. Ce qui ne se faisait pas énormément, et donc ça fait un immense scandale et aussi énormément de ventes. Comme une minuscule digression très drôle, un libraire me racontait ces jours-ci qu'à la suite de l'histoire, des révélations autour de Gabriel Matzneff et Vanessa Springora, certes le livre de Vanessa Springora se vendait très bien, mais énormément de gens téléphonaient à la librairie de cet ami pour lui demander « Et les livres de Gabriel Matzneff, j'aimerais bien en lire aussi ». Donc c'est assez rigolo. Mais bon. Malheureusement, ils ne sont plus dans le commerce, monsieur. Pardon, désolé, tout ça. Oui, on va peut-être les trouver quand même. Bon, c'est tout de suite notre affaire. Donc, pour revenir à Christiane Rochefort, ce qui est intéressant, c'est que donc après le succès gigantesque du repos du guerrier, elle a écrit un long texte pour expliquer à quel point elle regrettait ce succès. Aujourd'hui, on ne voit pas qui dirait ça. Hein. Et elle regrettait que le malentendu qu'il y avait eu autour de ce livre, parce qu'elle n'avait pas une maîtrise romanesque suffisante, que ce n'était pas ça qu'elle voulait faire, et qu'elle avait horreur de tous ces lecteurs, voyeurs, qui avaient acheté le livre pour des raisons tout à fait infralittéraires, et qu'aujourd'hui, si elle l'écrirait absolument autrement. Ce que je trouve, et que plus jamais elle ne mettrait de scène de sexe dans ses livres, point final, puisqu'elle avait compris que c'était un vrai enjeu de marketing, en fait. Et ce qui est une position assez radicale qu'on aimerait parfois voir adoptée, mais on ne prend pas tellement le chemin. Donc, pendant ce temps-là, et donc elle écrit un dernier livre, un dernier roman qui s'appelle La Porte du Fond, qui est magnifique, dont je parle un petit peu. Et dans ce roman, pour lequel elle va obtenir le prix Médicis, elle raconte comment son père l'a violée pendant des années, mais elle s'abstient totalement de scènes de sexe. Et donc, le livre n'a pas de succès, ou très peu. Et le livre est d'une beauté poétique et elliptique très, très grande. Simplement, elle se refuse à livrer ces scènes-là et à en faire un enjeu de cet ordre. Et je trouvais que c'était une position qu'on peut tout à fait discuter. Hein, ça mérite d'être discuté. Mais c'est une position morale qui situe un personnage qui n'en avait rien à faire de la gloire, qui n'en avait rien à faire du succès. Elle avait de l'argent. Elle avait besoin, comme tout le monde, de manger et d'être libre. Hein. J'ai toujours la liberté, c'est ça. On a un toit, on peut manger et on fait ce qu'on veut. Donc ça, elle avait gagné beaucoup d'argent avec Le Repos du guerrier et le film. Elle s'était acheté une maison dans le Midi et elle faisait ce qu'elle voulait. La Porte du Fond, pardon, allez-y. La Porte du Fond est un livre précurseur, un livre tendu et impitoyable pour chacun, un livre qui déjoue les pièges de l'exhibitionnisme parce que son auteur se souvient du piège du repos du guerrier. Donc, pas de scène de sexe, mais tout est dit de la violence, du chantage, de l'humiliation. C'est un livre qui s'adresse à l'intelligence de son lecteur, un livre violent, de dialogue et de menaces. « Tu as tendance à oublier que je suis ton père », dit le père. L'humour de Christiane Rochefort est comme son style, impeccable et implacable. Élégance de la joie de vivre et politesse du désespoir. Et en même temps, oui, il y a un passage aussi qui est assez terrible. C'est son premier livre, c'est Ma vie brève. Je crois que c'est un court texte où, en effet, c'est une scène qui est assez représentative, qu'on peut prendre un peu au cœur du livre. Elle passe son enfance dans le Limousin, puis revient à Paris avec sa mère. Bac, petit boulot. Elle est née en 1917 à Paris, dans le 14e arrondissement. Elle raconte « Je montrais à l'homme que j'aimais un roman que j'avais écrit. » Ça, c'est beau. Il le lut et me répondit « Ma pauvre fille, tu ferais mieux de raccommoder des chaussettes. » Je traduisis que je n'avais pas de talent, note-t-elle, et le goût de vivre me quitta. Il fallut que mon amour se dissipe pour décoder correctement la phrase « Tu ferais mieux de raccommoder mes chaussettes ». Et vous ajoutez après, dans ce livre qui, dit-elle, n'était pas si mal que cela, il y avait la fameuse phrase, et là on y vient, « L'intelligence à ce point chez une femme, c'est une faute de goût ».
une citation qui n'avait pas plu. Elle a 30 ans, elle cesse d'écrire, s'occupe des chaussettes. Et heureusement qu'après, elle est revenue. Enfin, ouais. Heureusement qu'elle divorce, vous voulez Heureusement dire, qu'elle en fait. divorce et qu'après qu'elle a repris la plume. Voilà. Marguerite Duras, vous l'aviez, je ne sais pas, dans La Marche du Cavalier, elle était présente. Non, c'est vraiment un nouveau. Peut-être il faut parler de Marguerite Duras, parce que c'est vrai que c'est une immense écrivaine, mais avec peut-être. Ce qui m'a poussée à parler de Marguerite Duras, c'est que je me suis rendu compte qu'elle était sur le point d'être oubliée. C'est-à-dire que tout le monde connaît le nom de Marguerite Duras, mais les œuvres de Marguerite Duras, franchement, sont en voie de disparition, d'effacement. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu... Enfin, je pense que l'effacement des écrivaines procède très souvent de l'art de la calomnie. Pour Christiane Rochefort, par exemple, moi, quand j'ai commencé à écrire sur Christiane Rochefort, j'ai fait des conférences dans des universités, etc. Et on me disait toujours, non, mais c'est très démodé, non ? Pourquoi démodé ? En quoi c'est démodé ? Qu'est-ce qui vous fait dire ? C'est une impression que j'ai, c'est démodé. Mais il y a beaucoup de points communs avec Boris Vian. C'est démodé, Boris Vian ? C'est l'écrivain préféré des Français. Ah non, mais Boris Vian, c'est pas démodé. Ah bon ? Bah si, c'est démodé, Boris Vian, dans son genre. Queneau, enfin, etc., etc. Si on discute comme ça. Mais Christiane Rochefort, démodé. Marguerite Duras, quand je suis arrivée, je travaillais au Monde des Livres à l'époque, tout le monde la détestait. On prononçait son nom et les garçons du service se tapaient sur les cuisses de rire. Marguerite Duras, elle est tellement nulle. Et puis, tu sais, on l'a encore retrouvée dans le caniveau à tel endroit. Et de toute façon, elle est alcoolique et elle boit. Et son amant qui est pédé. Et ça ne tarissait pas de méchanceté, de vulgarité, de violence. Et personne ne voulait parler de ses livres. C'était absolument... Il y avait même un garçon, un homme, qui aujourd'hui est au prix Goncourt, qui s'appelle... Patrick quelque chose. Rambaud. Patrick Rambaud. Et Patrick Rambaud avait écrit un livre qui s'appelait Marguerite Durail, qui était une longue suite de méchanceté autour de son style que tout le monde pouvait reproduire. Il n'y a rien de plus facile que d'imiter Marguerite Duras, et tout le monde copie Marguerite Duras. Et c'est la parodie de la parodie de la parodie. Comme disait Proust, dès que quelqu'un a un style... on peut le parodier. C'est beaucoup plus utile de parodier les gens qui n'ont pas de style du tout. Mais, oui. Et donc Marguerite Duras a été vilipendée, calomniée. Après, la deuxième couche de diffamation, de malveillance, ça a été de dire, oui, il y a une première Marguerite Duras, parce que ça finit toujours comme ça. Il y a une première Marguerite Duras, celle du barrage contre le Pacifique. Ça, c'est bien. Les petits chevaux tarquiniens, tout ça. Ouais, c'est bien. Parce que c'est un vrai roman... Et tout, mais alors après, franchement, n'importe quoi. Et donc, je voulais revenir là-dessus, revenir sur l'art d'écrire, l'humour, le style, la combativité, le génie de Marguerite Duras, qui est un immense écrivain, à condition de se dégager de ces préjugés dont chacun peut observer que c'est très contaminant. Je reprendrai un exemple qui m'est cher, celui de Michel Houellebecq, par exemple. Non, mais Michel Houellebecq est un écrivain misogyne, donc on peut bien en parler en tant que féministe de ce point de vue-là. Il a tout à fait le droit de vivre, d'écrire tous les livres qu'il veut, d'avoir tout le succès qu'il veut. Il n'empêche qu'on peut se dire que... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Qu'il y a à un moment donné, c'est dire « j'aime pas Michel Houellebecq », les gens disaient « mais c'est très grave, tu as une maladie mortelle ». Comment tu peux ne pas aimer Michel Houellebecq ? C'est de la jalousie peut-être, car tu sais que c'est l'écrivain le plus lu et le plus aimé dans le monde entier. C'est de la jalousie. C'est vrai, c'est sûr, pas de souci, c'est de la jalousie. Mais on peut considérer qu'un écrivain qui est vendu dans 50 000 pays n'est peut-être pas un écrivain qui va durer pendant 3 siècles. Ce n'est pas obligé. Ça n'a rien à voir, même de toute façon. Et en l'occurrence, Sylvia Townsend-Warner est probablement traduite dans 2 pays. Pour moi, c'est une écrivaine immortelle. Et quant à Marguerite Duras, aujourd'hui, on ne la lit plus parce que la roue tourne, mais demain, qui le sait ? Il y a une anecdote très, très belle sur Marguerite Duras. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer le passage où en effet, vous faites un papier pour Le Monde. C'est ça, vous la contactez pour... voilà. Et en 1980, chargé par le journal Le Monde de faire une enquête sur la gloire en littérature, je décide d'interroger Marguerite Duras. Je lui envoie une lettre et puis j'attends.
À l'époque, c'était le genre de lettre avec un timbre. C'est vrai qu'il faut Aujourd'hui, c'est plus facile. faut le préciser parce qu'on a oublié. Je vis sous les toits, dans le quartier du Sentier, j'ai un bébé. À 7 heures du soir, l'enfant pleure. On dit que c'est le signe d'une angoisse métaphysique. On dit que c'est l'heure où les lions vont boire. On dit aussi que c'est de l'acidité gastrique. Ce peut être ça et encore bien d'autres choses. Toujours est-il que chaque soir, comme au vêpres, tel un carillon, l'enfant pleure, longtemps et violemment. J'ai l'impression qu'elle se souvient de quelque chose. Mais de quoi? L'enfant pleure. Je la berce maladroitement pour l'apaiser. Je la promène de long en large, je fais de mon bras une nacelle, je lui masse le ventre. Je ne supporte pas les sanglots des enfants. Le téléphone sonne. Je réponds. Le téléphone fixe, vous voyez la scène. Je tiens dans mes bras l'enfant qui crie toujours. La voix dit « Bonjour, c'est Marguerite Duras ». Je crie au père de l'enfant « Prends le bébé, c'est Marguerite Duras ». Et il enlève l'enfant, il l'éloigne de l'appareil, il lui enfourne un biberon dans le bec. La voix « Oh, je n'entends plus le bébé ». Un « oh » si vrai, si sincère et si drôle aussi. Moi, redonne-moi l'enfant, elle aime l'entendre pleurer. C'est notre première rencontre, pour chacune de nous trois, un moment arrêté. Nadia devient l'enfant qui pleure dans l'été 80. C'est elle, oui, un personnage de livre. Sa complicité profonde avec Marguerite Duras, je ne m'en aperçois pas tout de suite. Il me faut même des années pour la découvrir. Comme elle nous reste obscure, les personnes les plus proches, et que nous aimons le mieux. C'est peut-être en fait ça, c'est au centre de la littérature aussi, ça j'imagine. Ouais, ouais. Et donc Marguerite Duras, il y a eu ce papier, après vous avez fait ce oui, dossier. C'est paru. Oui, oui. De toute façon, après, j'avais pas de mal. C'était toujours moi qui parlais de Marguerite Duras, parce que tout le monde la détestait. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit l'article sur sa mort, que j'ai découvert ensuite dans ce café de Prague en 96. Oui, Marguerite Duras, le titre du chapitre, c'est « Et la porte fermée ». C'est en effet... Oui, il y a une très belle scène aussi, je ne sais plus de qui vous parlez, de quelle écrivaine, parce que j'ai tendance à les confondre peut-être. Une scène dans un café, quand on est seul dans un café. C'est Alice Munro. C'est Alice Munro, c'est formidable ce passage. C'est Alice aussi. Munro qui décrit toujours des femmes, des étudiantes ou des écrivaines qui sont enfin tranquilles, seules au café, en train de lire des livres un peu difficiles, en regardant les gens qui bavardent autour. Et c'est vrai que c'est des moments de liberté. J'avais écrit à un moment donné des chroniques qui s'appelaient « Les filles sont au café », où je décrivais comme ça, où je racontais des chroniques qui étaient passées à la radio. C'était en même temps ce qui se passait dans le café, ce qui se passait dans le livre que les filles étaient en train de lire, et ce qui se passait en politique, quoi. Et c'est le mélange des trois, ça faisait un condensé de réalité du moment, un peu ce que fait Viviane Gornick, dont on n'a pas parlé. On va en parler, tiens. Mais Allons-y, voilà. parlons de Viviane Gornick. Alors, Viviane Gornick, allez-y. Alors, Viviane Gornick, c'est un peu la... Espionne dans les rues de Manhattan, c'est le Oui. titre du chapitre. Hein, ouais. Alors peut-être vous avez lu Attachement féroce et Une femme à part, qui sont des très beaux livres. Et donc Viviane Gornick, c'est une américaine new-yorkaise, très new-yorkaise, qui serait comme un peu la fille de Grace Paley, quoi. Ce serait quelque chose comme ça, ou la nièce, mais sans enfant, elle. Donc un peu, et pas beaucoup moins guerre du Vietnam. Enfin, il n'y a plus de guerre du Vietnam, donc déjà ça aide. Et donc elle, son truc, elle se balade dans les rues de New York. Elle est née en 1935. Hein, Voilà, donc oui, non, elle peut pas être sa nièce, voilà. Oui. Et donc, pas née en 13, bon, bref. Et, 35 dans le Bronx. Non, Grace Paley, oui. Je parlais de Gornick. Oui, je sais. Et donc, Viviane Gornick raconte dans ce livre, La femme à part, que j'adore, donc elle raconte des balades dans New York, des bus qu'elle prend, des scènes qui se passent dans le bus, des gens qui n'ont pas pris leur ticket, alors on va les faire descendre, mais le conducteur veut qu'ils descendent, mais il y a des passagers du bus qui trouvent que c'est une très vieille personne, et franchement, c'est pas cool de le faire descendre, et alors tout le monde s'engueule, donc ce genre. Et donc elle observe ça, et elle le raconte très drôlement, et puis elle discute avec un clochard, évidemment, et elle fait souvent des balades avec un copain qui s'appelle Léonard, qui est le copain gay classique des femmes qui se baladent dans New York. Et donc, ils ont des discussions sur comment ils vont, très mal, ce qui leur arrive, des emmerdements, et ils sont angoissés, hyper angoissés. Et à un moment, et ils discutent aussi littérature beaucoup, et amitié, et fraternité. Et c'est lui, je crois, qui lui raconte
cette histoire d'Henry James que j'aime beaucoup sur l'amitié des écrivains. Et alors, il lui dit, voilà, tu sais, tu connais l'histoire. Non, c'est où c'est elle, vraiment. Henry James avait une copine à Venise qui avait un très beau palais. Et donc, il aimait aller s'y reposer. Et elle l'y invite au moment des Aqua Alta, maintenant, quoi, en février. Et donc, il se prépare à aller à Venise et il s'en réjouit. Et à ce moment-là, il reçoit une lettre de son ami qui lui dit, oh, viens vite parce que je suis vraiment très déprimée. Et là, Henry James se dit que, bon, la copine déprimée dans le palais à Venise au moment de l'Aqua Alta, ça ne va pas le faire. Enfin, il ne dit pas exactement comme ça, mais c'est l'idée générale. Et donc, il lui envoie une lettre pour dire que malheureusement, des ennuis de santé, des ennuis de je ne sais pas quoi, son chapitre, son livre, etc., il ne va pas pouvoir aller à Venise, alors que c'est vraiment une invitation de longue date prévue pour un mois. Enfin, j'essaie de faire de la peine, là. C'est moche. Et elle se jette par la fenêtre. Alors, elle ne se jette pas par la fenêtre forcément parce qu'il n'est pas venu, non. Mais en tout cas, elle se serait peut-être pas jetée par la fenêtre s'il était venu. Ça, enfin, moi, j'éprouve une grande culpabilité à sa place. Mais lui, non, en fait. Lui, il pense que, enfin, il écrit, je ne sais plus, à Louis Collet ou je ne sais pas quoi, que vraiment, il est vraiment désolé, mais que personne ne peut rien pour personne, et que donc, cette malheureuse. Vous écrivez, Geneviève Brisac, Viviane Gornick commente: ils n'étaient pas égaux en amitié, et si tous deux vénéraient ce lien, bien plus impérieux était le malheur névrotique qui les emprisonnait. J'ajoute, ça c'est vous qui, avec colère, qu'il se trouve que c'est elle qui en est morte. C'est beaucoup sur l'amour quand même, hein, c'est un peu central dans son œuvre. On n'écrit toujours que sur l'amour, remarquez, vous le dites, enfin vous l'écrivez, oui, souvent. Enfin, c'est une, ouais. Oui, cette anecdote aussi, quand ils sont en conversation justement avec Léonore. Que penses-tu de ta vie, demande Viviane à son amie. Ça, j'adore. J'ai l'impression d'avoir un os de poulet coincé dans la gorge, dit Léonard. Je suis aussi incapable de l'avaler que de le recracher. Alors, j'essaie simplement de ne pas m'étouffer avec. C'est une bonne définition de la vie. Oui, c'est vrai que c'est une excellente définition de la vie. C'est pas d'un optimisme dingue, mais c'est une bonne définition. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit au début, mais qui me semble important, c'est qu'en fait, on est forgé aussi, quand on fait son éducation entre guillemets littéraire, quand on est qu'on soit un homme ou une femme, les grands noms de la littérature, malheureusement, c'est comme ça, c'est un constat, ce sont des hommes. Donc on a lu Corneille, enfin je sais pas, Racine, enfin bon, Victor Hugo. Enfin on trouve assez peu de femmes. C'est même un des grands problèmes. Voilà, donc peut-être. C'est exactement ce à quoi ce contre quoi je me bats fondamentalement. Si on change le canon, c'est ce que font aussi toutes les féministes partout dans le monde entier. Si on change un peu, si on modifie le canon littéraire, s'il y a sinon autant de femmes que d'hommes, au moins un peu plus de femmes qu'avant, déjà pour les lecteurs, les lectrices, pour les jeunes écrivains, écrivaines à venir, ça change la donne. C'est le classique, par exemple, pour une jeune femme qui veut composer de la musique. Combien de fois je l'ai entendu, on dit, tu veux composer de la musique? T'en connais des musiques? Mozart, Beethoven, t'en connais des musiciennes? En fait, il y a plein de musiciennes. C'est juste qu'elles ont été effacées, gommées. Et pour les écrivaines, c'est exactement la même chose. C'est pour la peinture. Tu veux être peintre? Van Gogh, c'était une fille? Bon, alors. Va donc faire autre chose, recoudre des chaussettes. Alors, l'énorme problème qu'il y a avec les chaussettes, vous le savez, c'est qu'en fait, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, personne, il y a toujours des chaussettes, mais qui recoud les chaussettes? Ça n'existe plus, on ne recoud plus les chaussettes, on les jette. Enfin, je parle pour moi. Peut-être que la plupart des gens ici les recousent, mais d'ailleurs, moi, je ne sais pas très bien recoudre les chaussettes. Ma mère ne savait pas, ma grand-mère ne savait pas, donc c'est déjà foutu depuis énormément de générations. Et aujourd'hui, mes filles me reprochent pas pour les chaussettes, mais tant pis pour les chaussettes, quoi. De toute façon, heureusement, pendant 6 mois de l'année, on n'est pas obligé de mettre des chaussettes. Déjà. Oui, Natalia Ginzburg, on l'évoquait, parce que justement, vous faites à un moment donné un rapprochement avec votre livre Une année avec mon père. C'est beaucoup sur les rapports. Avec son père. Voilà. Et le chapitre est intitulé Ardemment discrète. Alors c'est vrai je vous laisse en parler, parce que c'est en effet une écrivaine très, très importante. Oui, c'est une très grande. Natalia Ginzburg, c'est vraiment. C'est une magnifique écrivaine, très, très exigeante, avec une éthique très forte. Et c'est vrai que du coup, elle a été vraiment oubliée. Alors Natalia Ginzburg, donc, elle vit dans une famille juive turinoise dans les années 20.
Mussolini prend le pouvoir, c'est une famille de gauche, socialiste, comme elle dit. Mes parents divergeaient sur tout, enfin, c'est des pages très jolies, à part sur une chose de socialisme. Et quand j'étais petite, dit-elle, dès l'âge de 7 ans, je ne voyais vraiment pas comment on pouvait ne pas être socialiste. Si le socialisme, c'était la justice sociale, la justice politique et la justice en général, d'ailleurs, et la liberté. Donc ça, c'était le socialisme, mais ça lui paraissait juste l'évidence. Mais bon, manque de bol, c'était Mussolini et un peu autre chose. Et donc, ses frères passaient leur temps à aller en prison. Et un des copains de son frère, Léonie Ginsburg, l'épouse. Ils ont 2 enfants, 3 enfants, je ne sais plus. Et puis, Hitler, enfin, les nazis envahissent l'Italie. Et là, c'est plus du tout la rigolade. Parce que tant que c'était Mussolini, les résistants italiens, ils se faisaient arrêter, ils allaient en prison, mais on les relâchait. Enfin, on ne les torturait pas, on ne les assassinait pas de la même façon. Mais là, c'est un peu différent. Et Léone est torturé à mort, et qu'il est arrêté, et il disparaît. Et elle en parle un petit peu de la manière de Charlotte Delbo. C'est genre 2 phrases, quoi. Et elle dit, voilà, Léone a été arrêté tel jour avec, et puis on n'a plus jamais, je n'ai plus jamais entendu, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Et elle a cette façon très implacable et très forte et vraiment très belle de parler de sa vie qui a été quand même franchement assez cruelle. Et donc ensuite, il y a donc ce livre, Les mots de la tribu, où elle revient sur son enfance dans cette famille chaleureuse, bruyante, très drôle, où il y a un langage. Et elle s'acharne à attraper ce langage particulier qu'il y a dans cette famille, comme si chaque famille produisait une langue, on pourrait dire. Et c'est vraiment ça, il y a la langue du père, la langue de la mère, et donc elle raconte plein d'histoires là-dessus, c'est vraiment très très beau. Et après, elle a aussi écrit des romans, dont un vient d'être réédité par Léna Lévy, oui, qui s'appelle Les ombres du soir, je crois, je ne suis pas sûre de moi. Et puis un recueil que j'adore, qui s'appelle Les petites vertus, qui est composé d'essais, en particulier un essai intitulé Mon métier, où elle explique qu'est-ce que c'est le métier d'écrivain. Et ça commence par écrire est mon métier, et je le connais très bien. D'ailleurs, la seule chose que je connaisse vraiment. Mais donc, elle va développer sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, comment ça se passe. Mais elle écrit aussi que par moment, on n'est pas obligé d'écrire. Et que, en particulier, quand ses enfants sont petits, donc elle est à la campagne à ce moment-là, dans les Abruzzes, un peu cachée parce que c'est le fascisme mussolinien. Et Césare Pavese, qui est un grand ami de la famille, vient la voir et il lui dit, enfin, écoute, Natalia, arrête de t'occuper de tes enfants, c'est ridicule, il y a des nounous. Enfin, il n'y a pas de nounous parce qu'elle n'a pas d'argent, mais au demeurant, tu n'as qu'à trouver des nounous. Et toi, tu dois écrire parce que tu es un écrivain. Et elle lui dit, écoute, moi, j'adore m'occuper de mes enfants. Et j'ai pas du tout envie d'écrire là. Et il y a quelque chose de très beau parce qu'elle explique que c'est pas obligé, que toutes les femmes ne sont pas forcément comme elle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont envie de s'occuper de leurs enfants et d'autres qui n'en ont pas du tout envie. Que elle, ça la passionne, qu'elle a une passion pour ses enfants. Et puis petit à petit, ça passe. Et c'est assez joli parce qu'elle dit. Donc, je m'occupais de la sauce tomate, de la semoule, des promenades, des habits, des machins, des trucs, etc. Et puis, les enfants grandissaient, et puis j'allais les promener, et tout, et tout. Et puis, un beau jour, une petite envie d'écrire est revenue, toute petite. Une petite envie d'écrire une petite scène. Et puis, le lendemain, je l'ai rembarrée, la petite envie. Oh. Et puis, une deuxième, la petite envie est revenue frapper à la porte. Et je l'ai encore repoussé. Et puis finalement, j'ai écrit un roman. Et alors, c'est un roman très beau qui s'appelle C'est comme ça que ça s'est passé, qui est un roman inouï. Donc, c'est ainsi que ça s'est passé, qui raconte l'histoire d'une femme qui tue son mari d'une balle entre les 2 yeux. C'est assez gonflé vu son histoire à elle. Et qui est un roman, mais incroyablement beau. Comme un film noir, quoi. Vous écrivez que c'est un livre sur le style, sur l'écriture, bien évidemment. L'imparfait est le temps de la mélancolie et de la durée. Elle écrit beaucoup, elle utilise beaucoup l'imparfait. Le temps de Natalia Ginsburg, parce que vraiment, le rapport au temps, c'est primordial. Par excellence, le temps hors temps, sans date de l'exil, le temps musical, sans date précise des souvenirs revisités. C'est aussi le temps de la poésie, l'autre pilier de la vie.
La poésie qui est ellipse et condensation, tentative vaine de retenir Eurydice ou Léon, le mari assassiné. Une poésie débarrassée de son fatras, pure comme de la prose, ironique, sans humour, la poésie n'est rien. Et c'est important ce que vous avez dit, parce que ce rapport avec les enfants, il est central aussi, parce que la question finalement de la naissance des enfants fait que quand on est femme, enfin, on se pose la question pour certaines, est-ce qu'on va pouvoir continuer à écrire? Certaines peuvent. Certaines, non, je veux dire, voilà, non, oui. Bien sûr, mais juste. C'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment variable. Moi, j'ai des amis, je connais plein d'écrivaines qui ont même écrit pratiquement en accouchant. Elles étaient en train d'écrire. Et le bébé, enfin, c'est vraiment totalement particulier. Mais admettre, comme elle le fait avec cette espèce d'honnêteté radicale, qu'il y a eu un moment où elle n'avait pas envie d'écrire, c'est aussi intéressant. Mais ça pourrait être vrai aussi, pour un homme dans d'autres circonstances. C'est intéressant parce que ça, c'est un grand problème d'aujourd'hui. Les écrivains sont convaincus, les écrivains qui ont le statut d'écrivain dans la société, sont convaincus qu'ils doivent écrire tout le temps, mais rien n'est plus faux. On n'est pas du tout obligé d'écrire tout le temps. On est obligé de se poser la question. Flannery O'Connor disait 2 heures par jour, éventuellement, mais c'est même pas sûr. On peut aussi... parce que il y aurait peut-être beaucoup moins de mauvais livres en circulation si non, mais si les gens se sentaient pas obligés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? N'écris rien, c'est pas grave. Et ça va revenir, l'élan, l'inspiration. Mais comme chez n'importe quel artiste, la peur que l'inspiration ne vienne plus est évidemment très angoissante. C'est presque mystique. C'est comme la foi. Vous vous dites je l'ai perdu, ça reviendra jamais. Hein, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est plutôt comme l'amour. Ça passe et ça revient. Sisyphe est une femme, la marche du cavalier, c'est une figure du jeu d'échecs, on ne l'a pas dit, hein, mais bon, la marche du cavalier, je pense que vous le saviez, mais bon, ça c'est juste important, parce que ce pas de côté, justement. Voilà, le fameux un pas en avant, un pas sur le côté. Ça va avec l'ironie, avec le fait de regarder ce qui se passe. Prendre du recul. Geneviève Brisac, magnifique livre, aux éditions d'Olivier dans la collection Les Feux. Merci beaucoup de votre attention et on passe à la dédicace. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre avec l'écrivaine Geneviève Brisac pour la parution de son essai aux éditions de l'Olivier, Sisyphe est une femme, la marche du cavalier, à la librairie Ombre Blanche le 31 janvier 2020.